Bienvenue à toutes et tous, c'est le débat de France 24. On va parler aujourd'hui de la liberté de la presse dans le monde à l'occasion de la sortie du rapport annuel de Reporters sans frontières. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un continent que l'on suit beaucoup sur France 24. C'est l'Afrique, bien sûr. Mali, Burkina Faso, Tunisie ou encore Sénégal. Dans plusieurs pays, la presse est, selon RSF, moins libre qu'il y a un an. Pourquoi ? Quelle perspective d'avenir? Quid également de la désinformation, de plus en plus présente dans les cercles du pouvoir? On va en parler bien sûr avec mes 4 invités, tous en plateau à mes côtés. Je vous les présente, à commencer par Arnaud Froger, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le chef du bureau investigation de RSF. À vos côtés, Francis Laloupeau. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste béninois, essayiste, enseignant en géopolitique, chercheur associé à l'IRIS. Et vous avez publié en 2022 Blues démocratique 1990-2020, paru aux éditions Cartala. Face à vous, Marie-Roger Bilois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste camerounaise, présidente, directrice générale d'Africa International Media Group. Et puis à votre droite, je salue Mali Konaté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste malien en France depuis 2023 et vous avez été vous-même menacé. Votre véhicule a été caillassé. Vous allez bien sûr nous parler de votre expérience personnelle. Mais avant de tous vous donner la parole, on va écouter un homme qu'Arnaud Froger doit bien connaître. C'est Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF. C'est un classement de 180 pays, dans lequel on observe cette année une très grande volatilité, c'est-à-dire avec des changements assez radicaux en termes de progression ou en termes, au contraire, de chute. C'est notamment dû à un écosystème de l'information qui, aujourd'hui, est notamment organisé par l'industrie du simulacre, l'industrie de la désinformation, d'amplification arbitraire de contenus n'ayant rien à voir avec le journalisme. Par exemple, chez Twitter. La Russie continue à baisser, encore une chute de 9 places pour arriver à la 164e sur 180 pays, ce qui est franchement pas brillant. Il faut dire que Poutine a éteint le pluralisme dans son pays, a éradiqué même le journalisme indépendant, mais que l'effet de la répression russe n'est pas qu'en Russie. La répression russe, le modèle de manipulation, de propagande, il est également exporté, et notamment exporté vis-à-vis de pays africains, notamment dans la région du Sahel. Arnaud Froger, il ne faut évidemment pas faire de généralité car la situation diffère d'un pays à l'autre, mais aujourd'hui c'est une tendance dans plusieurs pays d'Afrique. La liberté de la presse est en recul et ça vous inquiète bien sûr. Oui, ça fait plusieurs années qu'on le constate. C'est pas un phénomène nouveau. Les ennemis des journalistes sont extrêmement nombreux. Ils se déploient partout dans le monde, y compris en Afrique. On était dans des schémas assez classiques il y a encore 5, 10, 15 ans, je dirais, avec des régimes autoritaires qui faisaient figure de principal ennemi, finalement, pour les journalistes. Aujourd'hui, vous avez un nombre de groupes armés extrêmement important qui n'hésitent pas à kidnapper des journalistes. On l'a vu au Mali avec 2 journalistes maliens qui sont encore otages. Notre confrère également, Olivier Dubois, qui est resté 711 jours otage au Mali. Vous avez des groupes de mercenaires privés, on va sans doute en parler. Vous avez toute aussi une industrie de la désinformation avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui des mercenaires de la désinformation, des trolls, des gens qui, en commande privée, vont s'attaquer, menacer directement les journalistes. Et puis vous avez toute l'industrie de la technologie aussi. Les réseaux sociaux qui ont leur part de responsabilité, qui font la part belle aujourd'hui à ceux qui malheureusement nous désinforment, quand ceux qui tentent de nous informer sont quelque part invisibilisés dans ce chaos désinformationnel dans lequel on vit tous. Marie-Roger Bilois, vous l'associez aussi à un fort recul démocratique dans plusieurs pays africains, cette désinformation? Fort recul démocratique, ça dépend. C'est toujours, ça dépend des pays, mais il y a une chose qu'on a observée, c'est que l'impunité en ce qui concerne les attaques, les agressions, voire les crimes contre les journalistes, a semblé enhardir, encourager d'autres à aller de plus en plus loin. Et l'affaire de Martinez Zogo au Cameroun est encore dans tous les esprits. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a bien évidemment des pays qui sont connus pour leur violence, j'allais dire, et des pays, pas en Afrique, mais je pense par exemple en Amérique latine, où il y a une violence extrême, une criminalité généralisée qui ne frappe pas que les journalistes. Et on a tous les jours des chiffres ahurissants de gens qui sont tués dans les histoires. Ouais. Je pense notamment au Mexique peut-être. Mexique, voilà. Mais on n'est pas dans ce cas dans la plupart des pays africains, n'est-ce pas, heureusement. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'observer l'impact de l'assassinat de journalistes dans certains pays. Parce que au Cameroun, par exemple, on a tout d'un coup
ce qui s'est passé là a ouvert les yeux sur certains problèmes qui étaient latents, et peut-être qu'on banalisait ou on vivait avec, les luttes de succession, les luttes de clans, et puis tout d'un coup, on a un groupe de gens qui estiment que il y a un journaliste qui nous gêne, on peut le tuer, le mutiler, le découper en morceaux, enfin... Donc on parle de Martinez Zogo, directeur de la radio Amplitude FM. Exactement. Donc ça, c'est une chose déjà que l'impunité, parce qu'il y a eu des cas auparavant ailleurs, l'impunité semble pousser les gens à aller de plus en plus loin. Et la deuxième chose quand même, c'est que quand il y a un cas comme ça, je crois que c'est important de rappeler comment les pays, tout d'un coup, qui n'étaient pas beaucoup dans les médias, sont négativement cités, et ça jette une... l'affaire Martinez, par exemple, on en parle jusqu'à maintenant, et aussi à l'étranger, tellement ça a choqué les gens. Donc, c'est au moins une consolation de se dire qu'on ne peut pas... qu'il y a un impact, que les confrères suivent, la presse internationale suit, et que c'est une très très mauvaise publicité pour les pays. Donc ça, c'est une des choses déjà que je voudrais constater. Francis Laloupeau, vous aussi, vous constatez au quotidien que cette désinformation, elle progresse sur le continent africain. Vous avez peut-être des exemples? Oui, alors, il faut dire que l'année 2023 est une année, je passe sous l'autorité de RSF, particulièrement sombre en ce qui concerne la dégradation des conditions de travail des journalistes et de la presse et des médias en général. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une tendance générale qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 5 ans, on a assisté à un recul net et clair des processus de démocratisation dans les pays africains. Alors, il y a eu 3 périodes. Il y a eu les années 90 où il y avait une manière d'euphorie comme ça, où on avait le sentiment qu'il y avait un mouvement d'ensemble, que tous les pays d'Afrique, l'Afrique subsaharienne en tout cas, étaient engagés dans ces processus de démocratisation. On avait assisté d'ailleurs à l'époque à des réformes de la législation de la presse, notamment portant sur la dépénalisation des délits de presse, la suppression des délits tels que l'offense au chef d'État. C'était un nombre, je veux dire, de délits comme ça qui n'étaient plus criminalisés, en tout cas, qui étaient dépénalisés. Une période de progrès. De progrès, dans les années 90, jusqu'à la fin des années 90, et à peu près jusqu'à 2005 un peu. Et puis, il y a une sorte de restauration, je dirais, autoritaire, à laquelle nous avons assisté depuis quelques années. Ça vient d'où, selon vous, avant de passer à la suite? Mais ça vient, je pense, avec le mouvement du monde en général. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de régimes qui étaient rétifs, en tout cas, à la démocratisation, et qui se sont trouvés confortés au fil du temps, notamment par la diversification de leurs partenariats, n'est-ce pas? Donc, je pense que le bras de fer qu'il y avait entre, je dirais, ceux qui étaient attachés à l'ordre ancien et les partisans de la démocratie, ce rapport de force a basculé progressivement en faveur, dans certains pays en tout cas, en faveur de ceux que je dirais des militants anti-démocratie. Donc voilà, de manière générale, je pense que si on doit pas s'étonner de cette dégradation des conditions d'exercice du métier de journaliste, parce que si vous faites le tableau aujourd'hui, en 2023 par exemple, sur le continent, sur 50 pays, vous avez un seul pays, c'est Maurice, qui est considéré comme une démocratie pleine et entière. Et vous avez à peu près 16 pays qui sont considérés comme des régimes hybrides, ni démocratie, enfin à mi-chemin entre démocratie et autocratie, et 27 autres pays qui sont aujourd'hui, qui se sont installés à nouveau dans une pleine autocratie. Alors quand vous avez ce tableau-là... Le Mali, le Burkina Faso... Alors voilà, donc vous avez évidemment, je dirais, des régimes hybrides, vous avez des autocraties pleines et entières, et puis vous avez l'émergence des coups d'État, la résurgence des coups d'État. Et il faut bien le dire, c'est que dans les régimes militaires, dans les régimes issus de coups d'État qui sont par nature des régimes d'exception, un régime d'exception n'a pas vocation à promouvoir les libertés, à les renforcer. Ça fait rarement bon ménage en tout cas. Ça fait bon ménage. Ouais. Et c'est un régime qui exclut de fait le rapport de force classique et traditionnel et démocratique qui devrait exister entre le pouvoir des médias, en tout cas, pas les acteurs des médias, et le pouvoir politique. Vous vouliez réagir avant que je donne la parole à Malik Konaté? C'est juste rapidement, mais c'est intéressant pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et pour répondre à votre question. C'est 2 phénomènes qui se nourrissent en fait. Vous avez, et on le voit très bien dans ce qui se passe au Sahel en ce moment, un recul de la démocratie très fort qui a été caractérisé par plusieurs coups d'État. S'en est suivi un recul des libertés d'exercer pour les journalistes et des journalistes comme on avait rarement vu, qui non seulement maintenant sont dans l'autocensure, mais pour les pires cas sont contraints de fuir
leur pays. Et dans le même sens, quand vous avez un recul de l'espace des libertés, quand les journalistes n'arrivent plus à exercer leur travail, ça facilite aussi l'arrivée de dictatures ou de régimes plus autocratiques. Et si vous superposez les deux cartes, celle dont le professeur vient de parler entre les démocraties en Afrique et celle de l'état de la liberté de la presse sur le continent, vous verrez qu'il n'y a pas de très grande différence. En général, quand vous êtes en haut d'un classement, vous êtes en haut de l'autre. Quand vous êtes tout en bas d'un classement, vous êtes tout en bas de l'autre classement aussi. Mali Konaté, je le disais. En fait, ce que moi je voulais ajouter à cela, parce que tout récemment, il y a les fausses informations sont devenues monnaie courante en fait chez nous, surtout au Sahel. Quand on regarde aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, ça a compliqué la tâche aussi aux journalistes, parce qu'avant, les journalistes faisaient les recoupements des informations, mais aujourd'hui... Il y a moins de contrôle sur les réseaux sociaux, ou pas du tout d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans la vérification des faits, et ce qui a fait de telle sorte que ça complique vraiment la tâche aux journalistes d'exercer leur métier. Et avec les réseaux sociaux, comme vous le savez, surtout au Sahel aujourd'hui, toutes les informations qui viennent surtout de l'Occident sont considérées comme des fausses informations, il faut le dire. Et ensuite aussi, il y a aussi une sorte de propagande sur les réseaux sociaux. Tout ce qui concerne les forces étrangères, surtout les forces étrangères qui interviennent au Mali ou au Sahel, sont considérées automatiquement sur les réseaux sociaux comme des vraies informations. Ils sont partagés partout. Et ce qui s'adonne, surtout les fact-checkers qui s'adonnent aussi à démasquer le vrai du faux, ils sont considérés comme des gens qui sont payés par l'Occident ou c'est des gens qui sont vraiment manipulés quelque part. Donc c'est vraiment très très difficile pour les journalistes aujourd'hui d'exercer leur métier parce que tout simplement la fausse information a de plus en plus de l'ampleur plus que la vraie information. Comme on le dit chez nous, la vraie information est devenue aujourd'hui une fausse information et la fausse information est devenue la vraie information. Et malheureusement... Et vous en êtes la preuve, vous avez donc dû quitter le Mali. À l'origine, c'est un reportage sur Wagner pour BFM TV. En fait, je vais essayer très clair et clarifier cette situation. Je n'ai pas initié un reportage sur Wagner. Mais au Mali, moi, je suis journaliste reporter d'images. Et mes images sont utilisées par pas mal de médias parce que je collabore avec une agence de production d'images. Et cette agence aussi distribue aussi des images, que ce soit des photos ou des vidéos. Et moi, mes images, surtout que ce soit photos ou vidéos, dans ces reportages-là, il a été demandé à Malik Konaté, en tant que journaliste reporter d'images, de tourner une séquence avec un mouvement Yeraolo. Et le mouvement Yeraolo est pro-russe et contre la présence et surtout les troupes françaises au Mali. Et moi, j'ai tourné cette séquence-là et c'était vraiment avec l'accord de ces mouvements-là. Et ensuite, après, une fois que ces images ont été utilisées dans ce reportage sur Wagner, les gens pensent que tout ce qui a été dit dans ce reportage-là ont été tournés par Malik. Et ensuite, même les images de Gossi, tout le monde a vu que c'est l'armée française qui a tourné ces images-là et l'armée française a mis à la disposition de la presse ces images. Mais au Mali, on parle que c'est Mali qui a tourné ces images-là. Donc je pense que notre boulot n'a pas été compris, je pense. Et aujourd'hui, par contre, aussi, il y a une autre image qui a été utilisée, surtout celle du ministre de la Défense, Sadio Camara. Le lendemain du coup d'État, les militaires qui étaient au pouvoir, le CNSP à l'époque, aujourd'hui qui sont toujours au pouvoir, qui sont partis au ministère de la Défense. J'étais là-bas ces jours-là en tant que photographe, donc j'ai quand même photographié le ministre. À l'époque, il était le 3e vice-président du CNSP. Et ces images ont été utilisées aussi dans ce reportage-là. Donc, mais les gens pensent que, tout simplement, tout ce qui a été utilisé dans ce reportage-là, c'est Malik Konaté en quelque sorte. Raison pour laquelle les gens m'en veulent un peu en disant tout simplement je vais ternir l'image du pays et ensuite je vais ternir aussi l'image de l'armée malienne. Et avant cela, parce que le reportage a été diffusé le 31 octobre, ça trouvait que j'étais déjà à Dakar, j'ai quitté le pays bien avant le 31 octobre, parce que je suis parti à Dakar le 1er septembre, et parce que tout simplement, il y avait entre guillemets, les vidéomans. Chez nous, on appelle les vidéomans, mais c'est les cyberactivistes en quelque sorte que les gens connaissent. Donc, ces cyberactivistes, ils s'adonnent à faire des vidéos live sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Ils insultent les gens, et calomnient les gens, dénigrent les gens, et tous ceux qui sont attachés un peu à, que ce soit la France, particulièrement moi, mon cas, parce qu'avec mes images, que ce soit photos ou vidéos, on signe quand même en bas Malik Konaté. Donc les gens pensent tout simplement que je suis payé par la France, payé par l'Élysée pour détourner ou même déstabiliser le pays. Donc, raison pour laquelle, avec ces menaces de mort, j'ai essayé de porter plainte, mais il n'y a pas eu de suite. La seule
Vous avez eu du soutien au Mali Oui, toutes les organisations faîtières de la presse, même après la diffusion du reportage de BFM TV et qu'avec les menaces qu'il faut, les appels sur les réseaux sociaux, j'ai quand même reçu pas mal de soutien, que ce soit RSF, que ce soit d'autres organisations, la Maison de la Presse, les autres organisations faîtières du Mali. Ils ont tous fait un communiqué vraiment pour me soutenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye d'expliquer cela et inculquer parce que l'information et la communication font deux. Les gens pensent que les journalistes sont là pour communiquer. Les journalistes ne sont pas là pour communiquer. Les journalistes sont là pour informer. Ils sont de l'autre côté de la frontière de l'information. Donc, il y a des communicants, il y a des journalistes. On peut être journaliste et communicant à la fois. Mais quand on est journaliste, on est des informateurs. Donc, on est là juste pour côté des faits. On n'est pas là pour faire parti pris, être pour ou contre quelqu'un. Il y a donc le cas Malik Konaté. Il y a aussi le cas Aliou Touré au Mali. Il a été enlevé le 6 avril à Bamako. Il a été retrouvé libre 4 jours plus tard dans la capitale malienne. On sait où il est passé, ce qui lui est arrivé ou pas? On ne sait pas ce qui lui est arrivé. En fait, le pire, c'est qu'on s'habitue. C'est ça, en fait. La répétition de ces épisodes. Voilà, le pire, c'est de s'habituer parce que, on parle du Mali, on parle d'un régime qui est en place, depuis 2 ans à peu près, c'est ça, et qui veut bien y rester encore quelques temps. On a vu qu'au Soudan, le pouvoir détenu par les militaires était difficilement rendu aussi. En très peu de temps, en fait, on a vu, je dirais, le paradigme des libertés, en tout cas tel qu'on les concevait, en tout cas, exploser complètement. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, ce genre d'événements que vous évoquez aurait été considéré comme des scandales majeurs, comme, je dirais, des drames absolus. Marie-Roger parlait tout à l'heure de ce qui est arrivé au Cameroun, ce qui est advenu au Cameroun, ce qui est arrivé à ce journaliste Mathieu Zogo. Évidemment, ça c'est un choc, évidemment. Je pense que c'est l'événement emblématique, d'ailleurs, de cette année, et qui illustre très fortement et tragiquement, en fait, le sort réservé aux journalistes aujourd'hui dans certains pays. Mais vous évoquez le cas du Mali, et j'écoutais Malik parler. Vous avez remarqué que Malik était très en colère, d'ailleurs, en parlant. Il y a de la colère. Il parle un peu plus fort que les autres, et on peut le comprendre. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être un journaliste, tout simplement, parce que je dis ça parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. C'est pas juste un travail, c'est son pays, c'est sa patrie. C'est ça. Et c'est pas juste un travail, mais c'est surtout les conditions aujourd'hui dans lesquelles un journaliste doit, aborder son travail. Je veux dire, le faire, pleinement, de façon avec intérêt, avec passion, etc. Et il y a un certain nombre d'empêchements aujourd'hui qui rend le travail de journaliste absolument compliqué et qui amène même à se poser la question sur l'avenir de ce métier. On parlait évidemment, je dirais, des empêchements politiques. On parle des engagements. Il y a un certain nombre de prétextes aujourd'hui qui permettent de contrarier le travail des journalistes, notamment la question sécuritaire, qui est une vraie question, mais le contexte sécuritaire est devenu aussi un alibi. Je veux dire, pour freiner le travail des journalistes dans certains pays, notamment dans la région du Sahel. Et puis, il y a évidemment la désinformation. Il y a l'empire du mensonge. Il y a la désinformation. Il y a les réseaux sociaux qui sont devenus des concurrents absolus du journalisme. On est dans une époque où la confusion est devenue la règle, où d'ailleurs, comme vous le disiez très bien Malik, ce qui est vrai est considéré comme suspect. Et ce qui, évidemment, est du domaine du spectaculaire et du domaine de la désinformation, du fake news, de la manipulation des esprits en tout cas, ou des vérités alternatives. Voilà. Tout cela est devenu la règle. Tout à fait. On a politisé la vérité, c'est-à-dire je choisis de croire ce que je veux. Le bleu, c'est noir, j'ai décidé. Bleu n'est pas bleu, j'ai décidé que c'est noir, donc c'est ce qu'on va croire. Et je crois que l'exemple qui nous est venu des États-Unis avec Donald Trump n'était que... Dès 2016, finalement. Dès 2016, a été annonciateur d'une tendance qui s'est un peu généralisée et aussi politisée, c'est-à-dire ça dépend de la source. Si c'est... la source vient, la source correspond à un ennemi ou quelqu'un, disons, désigné comme tel par les pouvoirs politiques. Donc tout ce qui vient de là-bas n'est pas... et de la fake news, etc. Donc je pense que quand on parle de l'avenir de la presse, dans la période de confusion totale dans laquelle on est avec les réseaux sociaux, je crois qu'on en a un peu parlé, l'avenir de la presse, elle réside dans la quête absolue de la vérité, de l'information confirmée, calme, sereine, peu importe ce qu'elle est. Je crois le travail de base d'un journaliste. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut maintenir ce cap parce qu'à un moment donné, tous les consommateurs des réseaux sociaux, beaucoup ne savent même pas si c'est vrai. Ils font suivre des choses et ils disent, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai reçu ça et ça flotte dans tout le temps, c'est diffusé. Mais
souvent, on a quand même besoin de confirmation, d'être sûr, de savoir si l'info est vraie, etc. Donc, cette branche-là, je dirais que cette filière de la vérité et du sérieux constitue l'avenir du journalisme. Cela dit. Ouais. Vous voyez aujourd'hui des motifs d'espoir, du coup, Arnaud Froger? Alors, des motifs d'espoir, je ne sais pas, parce que ça place vraiment l'avenir du journalisme dans une forme de crise quasiment civilisationnelle ou existentielle. On est à la croisée des chemins du journalisme aujourd'hui en Afrique. Croisée des chemins, mais pas qu'en Afrique, à l'échelle du monde. L'exemple de ce qui se passe aux États-Unis est vraiment éloquent, mais en Afrique, c'est la même chose. Aujourd'hui, la question est de savoir si notre rapport collectif à la vérité, dans la construction des sociétés démocratiques dont on parlait, a encore une place centrale. Est-ce que c'est aujourd'hui une valeur cardinale pour les sociétés que d'inscrire le rapport à la vérité comme une valeur fondamentale sur laquelle on construit à peu près tout? La réponse est un peu dans votre question. Aujourd'hui, on est forcé de constater que vu le peu de soutien dont bénéficient les journalistes un peu partout dans le monde, vu le fait, et comme le rappelait très bien Malik, qu'aujourd'hui, quand vous avez des fausses informations qui circulent, certains préfèrent y croire. Et aujourd'hui, on a cru très longtemps, avec une certaine forme de naïveté, je crois, qu'on pouvait apporter des réponses techniques au problème de la désinformation, qu'il suffisait en quelque sorte de construire de nouveaux outils, de développer le débunkage. Alors, on a vu pulluler les sites de vérification des informations qui ont leur utilité. Ouais. Ça s'appelle les observateurs sur France 24. Qui ont leur utilité. Mais comme le rappelle très bien l'exemple de Malik, c'est notre rapport à la vérité qui est ici en jeu. C'est toute une partie de l'éducation aux médias et à la vérité qui a évolué. Et ça a évolué considérablement. Et aujourd'hui, les journalistes ont perdu leur rôle tutélaire de tiers de confiance qu'ils occupaient dans les sociétés. Et ceux qui tentent encore courageusement d'effectuer ces missions-là se retrouvent à évoluer dans des environnements extrêmement mal rémunérés, très hostiles. Mais les écoles de journalisme en Afrique et ailleurs se vident. Enfin, on en est là aujourd'hui. Demain, est-ce qu'on aura encore des gens qui seront assez motivés, suffisamment rémunérés, suffisamment indépendants, ayant les épaules suffisamment solides pour exercer une mission qui semble quand même essentielle pour les sociétés? Malik Konaté, vous êtes journaliste depuis combien de temps? Je suis journaliste il y a, je peux dire 10 ans, parce que j'ai commencé en 2011. Et vous avez constaté justement cette évolution dont parle Arnaud Froger? Oui, bien sûr, parce que quand j'ai commencé en 2011, c'était d'abord une formation avec l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Quand nous étions en Mauritanie pour une formation, nous avons décidé de créer une radio web, la radio des jeunes francophones du monde. Et à l'issue de ça, j'ai été sélectionné comme un animateur pays au Mali. Pendant 2 ans, j'ai commencé avec eux. Et après, j'ai changé le cap pour aller dans l'audiovisuel. Je me suis formé avec CEFI et aussi avec Ciné Droit TV du Burkina Faso. Et aussi au Mali avec Alouni Frandiaï de Blomba. Donc après ça, j'ai commencé à encore suivre d'autres formations. Et j'ai été recruté par une télé privée au Mali en 2013. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas. Et après, j'ai été recruté par une autre télé privée en tant que rédacteur en chef. Et après, aujourd'hui, je suis indépendant. Et aussi, j'ai une agence de communication que j'ai créée aussi, une télé web. Ça s'appelle Horan TV, que nous connaissons déjà sur les réseaux sociaux et aussi. Sur l'évolution de la perception du journaliste, c'est ça ma question. Oui, en fait, l'évolution de la perception des journalistes, je pense qu'aujourd'hui, ça commence à encore beaucoup plus difficile pour nous. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus difficile parce que tout simplement, comme il a dit, les gens veulent juste entendre ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas consommer ce que, par exemple, sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain qu'on veut diffuser. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même la situation est très précaire pour les journalistes de travailler dans ces conditions-là. Et je pense que les journalistes aussi doivent chercher des moyens, des voies et moyens pour adapter à la situation. Et c'est marrant d'ailleurs de rappeler l'exemple de Gossi, qui est quand même un exemple qui illustre à merveille ce qu'on vient de dire. Vous avez une situation où rapidement la France est accusée d'avoir participé à un massacre. Les images montrent très clairement, c'est une preuve indéniable, que la France n'a rien à voir avec ce massacre. Eh bien, tous ceux qui soutenaient ça ont continué à le soutenir pour la plupart d'entre eux par la suite. C'est-à-dire que même une fois que le débunkage, comme on dit en anglais, même une fois que la vérification et la preuve a été apportée, c'est un rapport à la vérité et au fait qui est complètement... Ajoutez à cela le réflexe anticolonial. Oui, alors bien sûr, mais tout ça est politisé. Ça a été politisé et instrumentalisé à dessein par ceux qui ont intérêt à, évidemment... surfer là-dessus pour des agendas qu'on comprend très bien. Enfin, les gens ne sont pas complètement dupes non plus. Il faut dire qu'on assiste à un phénomène d'addiction. D'addiction aux fake news, d'addiction aux vérités alternatives. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui de savoir que l'information qu'on consulte est fausse ?
C'est ça la question aussi. Alors, comment savoir qu'elle est vraie? Et le problème, c'est qu'on n'a pas envie de savoir. Justement, de ce point de vue, le phénomène est mondial. C'est-à-dire que quelle est l'éducation, je veux dire, qu'il faut promouvoir pour, je dirais, apprendre aux gens à utiliser simplement, je dirais, les outils de l'information, à aller vers l'information juste. Vous savez, aujourd'hui, avec un téléphone, tout le monde a le sentiment qu'il a dans ses mains le centre du monde. C'est-à-dire que ça donne un journaliste en puissance. Oui, ça donne un sentiment d'exaltation extraordinaire. D'où cette addiction aux mensonges et aux fake news. Mais si vous voulez, je voulais juste un mot quand même sur la protection, la question de la protection des journalistes. Yes. Parce que tout ce que nous avons évoqué, en fait, ici, nous renvoie, je dirais, à la nécessaire protection des journalistes. Vous savez, un journaliste ne doit pas être protégé normalement. Enfin, voilà. Il doit pouvoir exercer son métier librement. Oui, mais il faut qu'il soit protégé dans un contexte donné, notamment dans un cas... dans le cadre de l'État. Dans le cadre de l'État. Par un cadre réglementaire qui soit donc... qui ait vocation à protéger le journaliste et à lui permettre d'accéder à toutes les conditions, les meilleures conditions d'exercice de son travail. Et le problème, ce sont les lois qui n'existent pas ou les lois qui ne sont pas respectées? Alors aujourd'hui, justement, la question se pose pour des pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, exactement. Quel est le cadre législatif aujourd'hui dans lequel les journalistes exercent leur métier? Vous allez nous le dire. On ne le sait pas. Voilà. Puisque nous sommes dans un pays, nous sommes dans un régime de transition. C'est vrai. La question, c'est quand la transition devient un régime à durée indéterminée, ça pose un problème. Ça devient un état de fait. Donc on est effectivement dans des situations transitoires. Donc les journalistes sont un peu en suspens par rapport à cela, puisque le cadre réglementaire dans lequel ils sont aujourd'hui est un cadre qui est considéré comme provisoire. Donc ça nous renvoie une fois de plus à la question démocratique. C'est-à-dire qu'au fond, pendant ce temps-là, pendant qu'on parle de régime d'exception. Vous savez, il y a quelques jours, le Premier ministre burkinabé avait dit cette phrase terrible qui donne le frisson. Il disait on ne construit rien sans discipline. Écoutez, moi, ça m'a renvoyé à certaines années, j'étais très jeune, à l'époque des partis uniques en Afrique, où on ne parlait pas de journalistes, on parlait d'agents d'information. C'était des agents qui étaient au service de l'information de l'État. Des agents de propagande. Voilà, donc le journalisme n'existait pas. Il n'y a pas de journaliste indépendant, il n'y a pas d'indépendance. Cette notion, elle est arrivée quand? Voilà. Multipartisme, années 90. Alors, à la fin des années 80, début des années 90. Bon, évidemment, depuis, on a assisté à la floraison de la presse indépendante, de la presse libre, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et voilà, donc aujourd'hui, la question de la protection des journalistes se pose. Et encore un autre exemple, on avait mis en place dans les années 90 ce qu'on appelait les hauts conseils de la communication. Belle invention, qui était justement destiné à protéger, justement, à encadrer et protéger le travail des journalistes. Dans un certain nombre de pays, nous assistons à un phénomène absolument inquiétant, c'est que ces hauts conseils de la communication sont devenus, à maints endroits, des bras armés du pouvoir politique contre les journalistes. Nous avons là une perversion du sens. Et c'est cela qui doit nous alarmer, en tout cas nous inquiéter, nous préoccuper tous. En fait, oui, Mali Konaté. Ce que moi je voulais ajouter, il a parlé de l'avènement des réseaux sociaux, surtout avec les cyberactivistes, les influenceurs, les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à expliquer le rôle de tout un chacun. Parce que tout le monde pense qu'avoir un smartphone et essayer de filmer quelque part et mettre les vidéos en live, c'est considéré comme journaliste. Mais par contre, il n'est pas journaliste. Mais le journaliste est là pour recouper l'information. Qu'est-ce qui a provoqué telle situation? Et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à expliquer cela, je pense qu'on peut parler à tous ces problèmes-là. Et moi, je pense aujourd'hui, que ce soit la vraie information, la fausse information, c'est aux journalistes d'expliquer le rôle des journalistes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous doit apporter pour qu'au moins l'espace médiatique doit être assaini? Que chacun joue son rôle. Et ensuite aussi dans nos différents pays. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre aussi en disant tout simplement que les journalistes sont là pour juste communiquer à la place des gouvernants. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont tendance à communiquer ou à donner une autre information contraire à la communication officielle, automatiquement, c'est considéré comme une fausse information parce que tout simplement, on se dira tout simplement. Par exemple, quand on va dire aujourd'hui que l'armement qu'on a acheté, ça a été acheté depuis le temps d'Ibrahim Boubacar Keïta, les gens m'ont dit que non, c'est une fausse information. Je n'ai pas dit ce qui a été acheté tout récemment, c'est des équipements qui ont été achetés au temps d'Ibeka, mais c'est juste un exemple. Mais quand on va, un journaliste va essayer d'investiguer là-dessus, essayer d'amener avec les documents qu'il faut pour prouver que ça a été acheté par le régime passé, les gens vont dire automatiquement non, c'est faux. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on doit essayer d'expliquer cela et dire que la communication officielle, même la communication officielle doit être fact-checkée en quelque sorte, doit être vérifiée parce que
le communicant est là juste pour passer un message, mais le journaliste est là pour passer une information. Et l'information, on recoupe de plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, on doit dire tout simplement, la communication, elle est différente de l'information et ça facilite la tâche aux journalistes parce que les journalistes ne sont pas là pour soutenir quelqu'un, mais ils sont là pour informer l'opinion. Alors on a parlé du Mali, on a parlé du Burkina Faso, deux pays où les militaires sont au pouvoir, mais il y a des pays aussi où la liberté de la presse recule, le Sénégal notamment. C'est pas du tout un pays qui est dirigé par des militaires. Comment l'expliquer? Elle perd une trentaine de places, le Sénégal. Ah ben ça, c'est une question qu'il faut poser à Reporters sans frontières. Elle ne veut pas répondre à mes questions. Non, mais... Arnaud Froger, je vous écoute. C'est eux qui font les classements. C'est vrai que le Sénégal a longtemps fait figure de pays modèle dans l'Afrique de l'Ouest en général et en oui, Afrique. À plein de niveaux d'ailleurs. Oui, en Afrique aussi. On est obligé de constater, c'est pas un phénomène qui date simplement de l'année dernière, ça fait déjà 2 ans qu'on observe ça, qu'il y a eu des arrestations de journalistes. Macky Sall s'était targué pendant longtemps de n'avoir procédé à aucune arrestation de journalistes sous ses différents mandats. Bon, c'est plus vrai. Qu'il y a eu des violences contre les journalistes en marge de mouvements sociaux qui ont été assez importantes. Il y a même des médias qu'on a tenté d'incendier, etc. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas vues au Sénégal depuis des années. Moi, j'étais responsable du bureau Afrique avant d'être en charge des enquêtes à RSF. On n'avait jamais documenté des choses comme ça au Sénégal. Donc, c'est la manifestation d'un climat de tension croissant où les journalistes sont de plus en plus perçus comme ailleurs dans le monde, d'ailleurs, parfois comme des ennemis, alors si ce n'est à abattre, en tout cas à molester, à réduire au silence, à arrêter. C'est ce qui s'est passé malheureusement au cours des 2 dernières années au Sénégal pour une partie des journalistes. Je voudrais mettre un bémol là-dessus. Faut quand même essayer aussi de replacer les choses dans leur contexte. La situation des pays en Afrique, elle est quand même extrêmement différente. On a tendance à faire des grosses généralités sur le continent. J'ai commencé par ça le débat. Voilà, mais elle est vraiment extrêmement différente d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, si je voulais moi me rendre en Érythrée ou quiconque autour de la table aujourd'hui pour faire une enquête, ce serait absolument impossible. J'ai une pensée d'ailleurs pour notre confrère Dawit Isaak qui est, on l'espère, encore vivant et qui est sans doute l'un des plus vieux prisonniers politiques au monde et le journaliste le plus anciennement détenu au monde puisque ça fait 2 décennies qu'il est retenu en Érythrée. Donc entre ces extrêmes-là, l'Érythrée, Djibouti et d'autres pays comme les Seychelles, la Namibie, l'Afrique du Sud, enfin ceux qui figurent en tête du classement. Il n'y a pas si longtemps encore, le Sénégal et le Burkina Faso qui occupaient des places assez favorables. Les situations sont quand même assez différentes, même si on retrouve des phénomènes qui ont lieu dans si tous je les peux pays. juste compléter, comme il a élargi le spectre, je vais juste préciser que, justement, sur la base du rapport de RSF, que sur le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde, la moitié le sont dans 5 pays, qui ne sont pas des pays africains d'ailleurs. La Biélorussie, la Chine, l'Iran, le Vietnam et la Biélorussie. C'est juste pour dire que voilà, c'est quand même une préoccupation internationale. Bon, il y en a 2 qui sont la Russie et la Biélorussie. Ils ne sont pas loin. Oui, monsieur. Le travail, il est à mener dès demain avec la nouvelle génération, du coup, pour éduquer justement cette nouvelle génération aux médias, à l'information, aux journalistes, à leur travail. C'est sûr qu'il y a du boulot. On a du boulot sur c'est quoi la presse, à quoi elle sert, pourquoi c'est indispensable. Mais c'est un travail que les anciens faisaient avant, ça? Ou c'était, finalement, ce respect était naturel? Je dirais oui, mais on a vu qu'il s'est dégradé. La situation s'est dégradée au fil du temps. Chaque sondage est pire que le précédent concernant la crédibilité de la presse, etc. etc. Mais cela n'est pas une raison pour que les journalistes soient en danger de mort. Là, on parlait du Sénégal, d'autres pays, mais là-bas, au moins, on ne tue pas les journalistes. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a plein de pays où on ne tue pas des journalistes. Ça, c'est important, j'insiste. Et que... on a vu les cas où c'est arrivé, c'est ça qui est quand même une espèce de consolation. Le cas où c'est arrivé, par exemple, Norbert Zongo, c'est une affaire, c'est un journaliste qui a été tué parce qu'il faisait une enquête aussi sur une situation qui touchait le pouvoir. Un chauffeur qui est mort sous la torture et qui a été assassiné. Maintenant, ce qui a été important dans ce cas-là, c'est l'enquête. L'enquête, c'est-à-dire, quand une vérité est établie, elle a des conséquences. Ceux qui sont responsables de la mort de Zongo jusqu'à maintenant, ils ne sont pas en paix. Et le frère du président est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il ne sait pas s'il va être extradé. Enfin, sa vie est un enfer.
je prends aussi un autre exemple, mais là qui est hors d'Afrique, c'est le cas d'une consoeur de Malte, Daphné, on l'appelait le dossier Daphné, qui faisait aussi des Caruana enquêtes. Galicia, Absolument. ça de mémoire. Elle faisait une enquête sur la corruption à Malte, et voilà Malte, un pays dont personne ne parlait jamais, sauf pour ses banques et peut-être aussi les immigrants, les afflux d'immigrants, a été sous le feu de la rampe de manière très très négative. Et cette enquête que l'ancien Premier ministre avait essayé d'étouffer a quand même conduit à l'arrestation l'année dernière, c'est-à-dire elle a été assassinée en 2017, en 2022, 5 ans plus tard quand même, a conduit à l'arrestation de 2 personnes qui ont été la condamnation de 2 personnes à 40 ans de prison. Et le nouveau Premier ministre dit qu'il y a encore 3 qui vont être jugés. C'est-à-dire c'est une histoire qui ne finit pas. Donc ça au moins, je veux dire, il y a des cas emblématiques comme ça qui rappellent qu'on ne tue pas toujours les journalistes impunément et qu'il y a des cas où des régimes tombent. Et puis voilà, et que c'est une situation extrêmement préjudiciable pour un pays. Et puis il y a des pays aussi où les journalistes affirment que leur situation s'est beaucoup améliorée. Il faut aussi parler des trains qui arrivent à l'heure. C'est le moment de parler d'un peu d'espoir. Après, je vais donner la parole à Mani Konaté pour savoir s'il espère un jour exercer son métier. En Côte d'Ivoire, par exemple, Oui. ce que disent les journalistes ivoiriens, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils considèrent que la situation s'est beaucoup améliorée et qu'aujourd'hui, ils exercent leur métier dans des conditions beaucoup plus favorables qu'il y a quelques années. On peut parler également du Niger. Et aussi l'Angola est cité comme exemple aussi, comme un pays où, je dirais, le contexte, en tout cas, de l'exercice du métier est devenu beaucoup plus favorable pour les journalistes. C'est toujours donc, il y a quelques trains qui arrivent à l'heure. Ne pas donner uniquement les mauvaises nouvelles. Vous Voilà. avez bien raison. Mani Konaté, vous avez l'espoir un jour de pouvoir exercer librement votre métier dans votre pays? J'ai toujours d'espoir parce que même là, aujourd'hui, on parle de la situation du pays, surtout du Mali. Il n'y a aucun journaliste qui a été emprisonné à cause de son reportage ou à cause dans l'exercice de son métier. Mais quand même, il y a une menace, comme je l'ai dit, il y a une menace qui plane. Il y a des exilés comme vous. Oui, tout à fait. Parce que tout simplement, il y a des soutiens farouches à la transition qui pensent que tous ceux qui prêchent une autre voie ou prêchent prennent un autre chemin sont considérés automatiquement comme les anti de la transition ou des ennemis de la transition ou des ennemis du pays. Et moi, j'ai l'espoir de continuer toujours d'exercer mon métier parce que tout ce qui se passe actuellement, je pense que ça me renforce davantage parce que le métier de journaliste, c'est aussi de risque. Le journaliste prend toujours des risques. Parce que, comme on le dit tout le temps dans notre jargon, les journalistes sont considérés comme des soldats. Parce que nous aussi, nous n'avons pas de fusils, nous n'avons pas de Kalachnikov, mais nous avons nos bics aussi, nous avons aussi nos caméras. Les fameux soldats de l'information. Exactement. Nous partons aussi sur le front aussi avec des militaires aussi, en temps de guerre. Sans formation militaire à la base, oui. Il faut bien le dire. Moi, je pense que je vais continuer et j'ai l'espoir, même pour mon pays, que les choses vont se stabiliser dans les jours à venir, que ce soit dans les mois à venir ou dans les années à venir, et que je vais continuer aussi à exercer mon métier si Dieu nous donne longue vie. Madame Billois parlait d'une enquête, notamment au Cameroun. Ouais. La vôtre a été discréditée. Il y a une vaste campagne contre elle. Oui, et ça fait écho à ce que vient de dire d'ailleurs Malik. Il faut quand même comprendre que les journalistes aujourd'hui, que nous sommes tous ici autour de la table, que nous avons été, sont dans une quête qui est longue, qui est fastidieuse. C'est difficile d'établir des faits, c'est difficile de collecter des témoignages solides. Ça prend du temps. Et à l'heure où tout va très vite, où c'est très facile de mettre à la une d'un journal camerounais absolument n'importe quoi. Nous, notre travail, il est méticuleux, il est fastidieux, ça prend du temps. On nous a souvent reproché, dans les premiers temps de l'enquête, par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo, donc ce journaliste camerounais qui a été tué le 17 janvier dernier, de ne pas nous être prononcé, d'avoir pris trop de temps. Mais parce qu'en fait, on avait besoin de rassembler des informations. Ça dit beaucoup de choses sur notre époque, ça. C'est un sujet extrêmement difficile, extrêmement sensible. Il a fallu avoir accès à des sources qui nous parlent, ce qui n'était quand même pas gagné d'avance. Et une fois qu'on a eu accès à des sources, on est allé vers ceux qui étaient incriminés pour leur poser la question « Qu'est-ce que vous avez à répondre aux éléments qu'on a rassemblés ?» Puis, il y a eu une deuxième phase, jusqu'à ce que je retourne au Cameroun récemment, dans laquelle on n'a pas fait de nouvelles publications parce qu'on continue à travailler, mais encore une fois, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, ceux qui racontent absolument n'importe quoi, les mercenaires de la désinformation, ils arrosent les réseaux sociaux de contre-vérités, de mensonges. Ils nous mettent à la une des journaux, mais ça, c'est ceux qui ont choisi la facilité. C'est pas des journalistes. Nous, notre travail, il est d'établir des faits. Ça prend du temps. Ça demande du courage aussi. Il y a encore des gens, heureusement, sur le continent et en Afrique, qui, dans un contexte encore plus difficile que le nôtre, parce que
Moi, j'arrive en mission, je travaille avec des collaborateurs, je travaille à distance et je me rends sur place de temps en temps. Mais il y a des gens qui, au quotidien, font ça et sont exposés à cette menace permanente dans des contextes difficiles et qui tentent courageusement de contribuer à la manifestation de la vérité dans leur pays. C'est eux et elles qu'il faut féliciter en premier lieu. Oui, juste un petit mot. C'est que, bon, on parle des journalistes, il faut qu'on défende le métier et que les journalistes n'ont rien à faire en prison dans l'exercice de leur métier. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a des lois quand il y a des journalistes qui commettent des erreurs ou qui font de la désinformation de manière... qui font ça exprès et volontaire. Donc, il faut appliquer ces lois. Il y a les lois contre la diffamation et je ne sais pas. Donc, c'est ça le truc. Pour assainir aussi, il faut voir comment on a toujours dit, il faut des associations de journalistes, etc. Ça fonctionne plus ou moins, mais je crois que l'accent est là. Comment assainir le métier, comment assainir les pratiques, comment veiller à ce que, disons, des comportements déviants ne rejaillissent pas sur l'ensemble du métier et de la profession. Et je crois que ça, c'est important de dire, il y a des lois qui touchent les journalistes comme tout le monde, les médecins, les trucs, et qu'il faut les appliquer le moment venu, et non pas se faire justice comme des mafias, liquider des journalistes parce qu'ils sont des gêneurs ou pas. Je crois qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, et parce qu'auparavant, on respecte la loi. Et on fait respecter la loi. Okay. En fait, ce que moi, je voulais ajouter à ce que Benoît... parce qu'aujourd'hui, les gouvernants de nos différents pays pensent que les journalistes sont considérés comme des ennemis en quelque sorte. Parce que les journalistes sont là aussi pour fouiller et informer l'opinion. Donc, s'il y a des dérives de gouvernance et autres, ils ne veulent pas que le peuple sache réellement ce qui se passe. Raison pour laquelle les journalistes sont considérés comme des ennemis à abattre. Donc, tout ce qui vient des journalistes, etc., c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Même s'il y a des lois pour protéger les journalistes, mais en quelque sorte, ça arrange l'État, raison pour laquelle l'État aussi ferme souvent les yeux là-dessus et laisse passer. Mais il faut que les organisations fêtières de la presse essaient de prendre le train en devant et ensuite de protéger et accompagner ces journalistes-là. S'il y a des dérives, il faut sanctionner la personne, que ce soit les journalistes. Même les journalistes, d'être journaliste ne doit pas te donner une carte blanche de faire ce que tu veux. Mais quand même, les journalistes aussi, il y a des limites. Il faut respecter ces règles-là, il faut respecter ces limites-là. Et je pense que ces organisations aussi peuvent prendre aussi leur bâton. Si un journaliste faute quelque part, il faut le corriger. Mais en quelque sorte, la plupart des journalistes qui sont vraiment c'est-à-dire persécutés sur les réseaux sociaux, que ce soit arrêtés ou emprisonnés, parce que tout simplement, l'État a fait quelque chose pour au moins les mettre, parce que tout simplement, les journalistes dérangent. Il faut le dire, les journalistes dérangent beaucoup. Parce que c'est les journalistes qui font l'éveil de conscience, qui informent l'opinion. Et encore une fois, c'est pas nouveau. Qui essaient de dénoncer. Parce que chez nous aussi, les gens ont tendance à dire que vous, les journalistes, vous êtes là pour critiquer. Mais les journalistes ne sont pas là pour proposer. Les journalistes sont là quand même, comme aujourd'hui, si l'émission devait commencer à 20h, si l'émission commence avant 20h, c'est ça l'information. Mais si l'émission commence à 20h, ce n'est pas une information parce que c'est déjà connu. Donc les journalistes ne sont pas là pour dire ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les trains qui arrivent à l'heure. Les journalistes sont là juste pour chercher ce qui se passe, les failles, etc. Et tout, pour informer l'opinion de ce qui se passe. Et pour contribuer à l'amélioration Et ça permet aussi au gouvernement de corriger ses erreurs. C'est ça, il y a au contraire, au lieu de collaborer avec ces journalistes-là pour corriger ces erreurs, ils regardent les journalistes comme des ennemis et ils sont prêts à leur donner soit à la justice ou bien à vindicte populaire aussi pour être vilipendés aujourd'hui par les réseaux sociaux. Et c'est déjà la fin des 45 minutes qu'on a passées ensemble. C'était très intéressant. Merci infiniment à vous quatre d'avoir été sur ce plateau à mes côtés. C'était vraiment très intéressant. On va se retrouver, nous, demain. Et le prochain journal, c'est dans 5 minutes sur notre antenne. Restez là. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.